Bienvenue tout le monde au webinaire de lancement de la campagne Cultivons nos droits. Je m'appelle Mayalène Lavigne-Martel, je suis coordonnatrice de campagne ici à Développement épais et je suis très heureuse de pouvoir lancer le moment de plaidoyer de notre campagne qui a été lancée au Carême, la campagne Cultivons nos droits, qui met de l'avant les droits des paysannes et des paysans dans le monde. Avant de commencer, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale. J'inviterai aussi toute personne qui le désire d'inscrire dans le chat de quelle région vous vous joignez à nous aujourd'hui. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître que le Bureau national de développement épais Caritas Canada est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me trouve aujourd'hui. Jogjoga, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Aujourd'hui, on va avoir un mot de Luke pour commencer cette rencontre et ensuite on va aller dans le vif du sujet. On va vous présenter la campagne. On a avec nous 3 invités. Céleste Smith qui représente l'Union des fermiers. On a Nimo Bassé, notre partenaire du Nigeria. On a Aidan Gilchrist Blackwood de la RCRCE. On aura une période de questions-réponses pour l'ensemble de nos intervenants à la fin. Et on va terminer en vous présentant les ressources accessibles pour faire la campagne et finalement une prière finale. Donc, sans plus tarder, Luke, je te laisse accorder quelques mots. Merci Maëlène et merci tout le monde d'être ici avec nous sur Zoom pour le grand lancement de notre campagne d'automne. Une campagne qui en fait a commencé avec Carême cette année avec notre thème Cultivons nos droits. J'aimerais souligner la présence aujourd'hui de beaucoup de personnes très importantes pour nous, Développement épais, notre mouvement. On a quelques évêques parmi nous aujourd'hui, surtout on a l'évêque de notre conseil national et membre de notre exécutif, Monseigneur Jan Hansen, qui est avec nous, et aussi un grand bienvenue à tous les membres de nos conseils nationaux qui est avec vous aujourd'hui, membres présents et aussi les anciennes membres des conseils nationaux aussi, les anciens présidents en fait aussi. Alors, un grand bienvenue à vous. Et aussi, bien sûr, tous les membres qui sont ici, qui sont membres de nos conseils diocésains partout du Canada. C'est vraiment vous qui amènez nos campagnes dans la paroisse et dans la plus grande communauté, le grand public aussi. Alors, un grand bienvenue à vous aussi. So today we are here to launch the fall campaign, the fall action of our Reaping Our Rights campaign, which is the second campaign of our theme of Create Hope, as you see. And these campaigns are so important for us to be able to create hope in the world, as the gospel calls us to do. And with our fall campaign this year, we are going further from Lent, where we first learned and we're learning about the struggles of peasant farmers throughout the world, people who are close to God's creation, the people who are close to the land. And it's because of them that so much of our world is fed. Without them, so many of us would not be able to eat. And we need to recognize that and remember their importance. The word peasant is something in the English language that is often looked down on, but yet these are the people who are closest to God's creation. And as they do that work to bring forth the fruit of the earth and to feed the world, they face incredible challenges and obstacles. And they are some of the most oppressed and marginalized people in the human family. And so that is why this fall, we are dedicating this campaign to helping them to reap their rights. Today, we are going to hear about UNDROP, an important effort that came from movements of peasants themselves to bring forward and assert their rights, and what we can do in Canada to help them reap those rights, looking for a good, strong law to do that so that Canadian companies will do their due diligence. And we're going to hear a lot about
that from our special guests here today. We have, of course, our special guest who will speak about UNDROP, something that most of us have probably never heard of before. And also from a longtime partner, the CNCA, about how we want to find a way to put this UNDROP into action here in Canada by having a strong due diligence law. And, due diligence, I mean, it's the bare minimum, really, that we want our corporations to do. Ideally, we want them to go beyond due diligence to be able to ensure that those who are, again, close to the land and who are struggling not only are not oppressed, but are able to flourish. And we need strong laws to do that. And that's why we're gathered today to launch this campaign. So thank you for being here. And we hope that this will be an inspiring day for you to go forward, to go forth into your communities and to collect as many signatures as possible, because really this is the thing that we have, each and every one of us, that is so powerful within us, is the power of our own name, and to put our names, and we're asking you today to put your names to our call for a strong law for Canadian companies that would ensure that the rights that peasants have asserted for themselves are enshrined in law. And not only to sign yourselves, but to bring your names and your voice, and to invite others to do that as well too. So we hope that by April, when we deliver the fruit of this campaign to Parliament Hill, that we will be a voice of many tens of thousands of people. So, and as we go forth today, then, and I wish you all well. I want to call upon God's blessing upon all of us, that we ask that God would bless our campaign. And who better to offer that blessing for us than Bishop Jan Hansen, the member of our executive council, of our national council. So thank you everybody again for being here. Un grand merci à tout le monde d'être ici, et j'espère encore que notre webinaire aujourd'hui sera vraiment une inspiration pour vous, de porter notre campagne à la grand public, à tes familles, les paroisses, l'église, les grandes communautés. Alors, un grand merci. Et Monsignor Hansen, to you now to offer us a blessing. Thank you so much for being here. Thank you, Luke. So let us pray together in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Gracious God, as we gather on this autumn day, we give you thanks for the technology that brings us together from coast to coast to coast. We pray for the many farmers across the global south who are struggling for justice and peace in their own lands, that their work on the land may be rewarded with the grace of God and the benefit of being able to provide for their families and so many people in their countries. We pray for our own farmers as they enter into a time of harvest, that it may be a successful harvest and one of something to be proud of, as they provide also for us here at home. Bless our meeting, bless our presenters, and help us to rise to the challenge of this year's campaign, as we look at the rights of all those who are in need of God's help. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Et merci beaucoup, Bishop Jan. Donc, sans plus tarder, juste avant de donner la parole à nos invités spéciaux, on va vous présenter le court vidéo clip de campagne qui résume en 1 minute 22 ce dont il s'agit. Partout dans le monde, les communautés paysannes et rurales prennent soin de la terre et nourrissent le monde. Pourtant, elles font face à de nombreux défis. Changement climatique, accaparement des terres, vol des ressources, pollution industrielle et bien plus. Sans se laisser abattre, elles s'organisent et défendent leurs droits. Leur mobilisation courageuse a mené à l'adoption d'UNDROP, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, paysannes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. UNDROP veille à protéger les droits paysans à la terre, à l'eau, aux semences, à la souveraineté alimentaire, à un environnement sain et bien plus. Mais les paysannes et les paysans des pays du Sud se sentent impuissants lorsque des compagnies étrangères bafouent leurs droits humains et environnementaux. Pour qu'aucune entreprise canadienne ne puisse agir de la sorte, nous demandons au Canada d'adopter une loi contraignante de diligence raisonnable en matière de droits humains et d'environnement.
Une telle loi exigerait que nos entreprises préviennent, signalent et réparent toute violation des droits humains et de l'environnement dans leurs opérations et chaînes d'approvisionnement mondiales et permettrait aux victimes de demander justice devant les tribunaux canadiens. Ensemble, cultivons nos droits pour que toutes et tous puissent vivre dignement. Signons en solidarité avec les communautés paysannes des pays du Sud. Plus tarder, allons rencontrer nos invités spéciaux. La première personne qui va prendre la parole aujourd'hui, c'est Céleste Smith. Elle est fondatrice et directrice de Cultural Seeds, ou Semences culturelles, et de Céleste pourra mieux le prononcer, Jatimégi Kamik. Elle s'intéresse beaucoup à l'agriculture ancestrale et traditionnelle des peuples autochtones ainsi qu'aux semences. Elle est coprésidente du comité des programmes internationaux de l'Union nationale des fermiers et déléguée de la Via Campesina. Donc, Céleste, à toi la parole. Sagoli, everyone. In my language of Oneida, that means, sorry, interpreters. It's a language of Oneida, and that means hello. I'm going to speak a little bit of Oneida, just a little bit, so don't panic, interpreters. I will also ask you, when I meet you, I will ask you Skanagoha kin. And Skanagoha kin means how is the great peace, or how is the peace within you? So I ask you all that today. How is the peace within you today as we meet? So Niyanyat Celeste Smith. My name is Celeste Smith. And I'd just like to start by thanking everyone here for being here and really joining our fight here in Canada to adopt the UNDROP and to fight for peasants' rights. I'm going to go in a little bit about the UNDROP and the Canadian connection and how we are really one of the founders of the food sovereignty movement within the world. So I'm going to share my screen right now. Okay, no more Indigenous languages interpreters. I will be speaking English from now on. But I think it's important that folks get to hear some of the first languages of this land. And as an Indigenous farmer myself, it's one of my reclamation activities, always to speak a little bit of my language every day. So what I'll be speaking on today is the National Farmers Union and the UNDROP. So I am a member of the National Farmers Union. I'm Ongwehongwe, which in Mohawk actually means first people or original people. I'm Oneida from Six Nations, which is around the Brantford area, just outside of Toronto. I'm all these things, but I'm actually a seed keeper, generational seed keeper. So I keep Indigenous seeds that our family has kept for thousands of years. So this is what brought me into the National Farmers Union in Canada and onto the international stage, as you can see, because our rights as farmers, our rights as Indigenous people are often intertwined, because in many countries, including there is legislation also coming in Canada, it is illegal to save seeds. And this might be shocking to some people who have always done this, but this is something that we really need to be concerned with, and we are actually within the National Farmers Union. I'm also part of, as you can see here, La Via Campesina, which is what I'm going to describe them a little bit. And it's a wonderful group where we go all over the world and fight for food sovereignty. We learned a little bit of what food sovereignty was in the video, but I'm going to go deeper into why. Why is this so important, and why does it affect all of us, even non-farmers, right? Just people living in the world. So this is my home project. It's Gagitgimigamik, or We Will Plant Lodge. I'm coming to you today from Manitoulin Island in Northern Ontario, and this is where my Indigenous Agroecology School is. So that's a little bit about me. Now, so the National Farmers Union, I'll tell you a little bit about that. I hope everyone has heard of the National Farmers Union, but if you're not a farmer, you might not have heard of us, but we're 50 years old. We're one of the oldest unions in Canada.
And we've really done a lot as far as making life better for a lot of people. So this is a little picture here about, and that's myself, obviously, and that's Nettie Wiebe. And Nettie Wiebe is quite a famous person from our history and past and now, although she's getting close to retirement, from the National Farmers Union. So she was the first. I am currently now the co-chair of the International Programs Committee, and she was the original chair years ago. And so the National Farmers Union of Canada is a very strong union. It's small, but it's very important in protecting the rights of farmers and the rights of food and access, prices of food, all of these things, which really affect people every day, because food, in our thinking, is a right for all people. So there's the two of us at one of our international meetings, and she's just wonderful. Now, the reason I've brought her up is because she's part of the reason why the National Farmers Union is the way it is, and why food sovereignty actually as a movement is actually, she's one of the reasons why it's a thing, really. So the NFU, so the National Farmers Union of Canada, advocates for a food system based on the principles of food sovereignty. So food sovereignty is a very important thing that you should know about, because it calls for a food system that values farmers and what they grow. It rebuilds relationships between food producers and those who eat. It reclaims local decision-making about food production and environmental protection. And it strengthens connections between people, the land, empowering communities and citizens to make intentional decisions based on local needs and conditions to ensure a resilient and sustainable future. So all of these things are based on community. They're based on things where we get to choose what we get to eat. They're things based on we get to, we have rights, right? So the people have the rights. And this is something that used to be inherent, right? We used to be able to choose what we could eat every day. But now, because transnational corporations, large grocery chains, I mean, they are choosing now what we get to eat, right? That's why local food is so expensive. Imported food coming in at the grocery store is cheap. So we end up having this dichotomy of the way it used to be, right? Is no longer how it is. So we're trying to put really the right to food back into the hands of people and the right to food back into the hands of farmers. So that's kind of the basis of what the National Farmers Union does. We work on a lot of policy. We try to fight big seed companies. We try to fight for rights to water and these types of things. So what is food sovereignty? So not everyone understands what food sovereignty is. And that's because it's not something that people talk about, because we're so disconnected from our food now, right? We just go to the grocery store, we pick up our food, and then we come home and we consume it. But we do kind of think, okay, well, there's a lot of food coming from all over the world that we might not understand where it's coming from. Local food's very expensive. I don't know my farmer anymore. I'm not even sure what's in the food maybe that I'm buying, right? So food sovereignty is something where we're trying to reclaim that. So it empowers people, so farmers and eaters, to make important decisions about food and agriculture. So it takes it out of the hands of corporations and puts that back in our hands. So there are 6 pillars to food sovereignty. So you have to have these in order to have food sovereignty. So you have to focus on food for people. You have to, so food for people instead of food for biotech and these sorts of things. So the point of food is that it's for people. It values the food providers, so that's the farmers, the workers in the fields, the growers. It localizes food systems, so we're talking about
eating local food, having good food that's in the area that you're living, right? Not transporting in apples from New Zealand, right? We're eating our local apples, and that's what we're trying to do. It puts the control, and it puts the control locally, so we can have that choice. I would rather have an apple from down the street at one of the orchards than an apple from New Zealand. I mean, New Zealand's great, but it's pretty obvious that transporting an apple all around the world is not good, either economically or in a climate change or environmental way, right? So it also builds knowledge and skills. So we should be learning about our food. We should know what's in our food. We should know the difference between a GMO and a non-GMO food. These types of things, and it works with nature. So always nature is the main part of it, right? Is it good for the earth? Is our farming good for the earth, or is it not, right? So these are really important things. So the National Farmers Union of Canada is one of the 5 founding members of the food sovereignty movement called La Via Campesina. It's a huge movement. There are over Il y a plus de 250 millions de membres avec la Via Campesina et à travers le monde. Et c'est des petits cultivateurs, des migrants et qui sont des autochtones et partout. Nous sommes vraiment un groupe très diversifié, la Via Campesina. Nous sommes dans chaque pays. Nous sommes dans beaucoup de pays, 85 pays et 180 organisations membres. Donc, ça a changé beaucoup. Nous sommes partout. Et c'est une très bonne réalité parce que, comme nous l'avons vu dans la vidéo, et vous avez peut-être vu dans votre propre vie que les aliments jouent un rôle plus important dans votre vie. La façon que c'est distribué, qui contrôle la nourriture, tout ça, c'est des choses qui nous échappent. Et c'est pour ça que quelque chose qui nous vient de Nouvelle-Zélande coûte moins cher que les pommes qui sont prises dans notre jardin. Donc, le UNDROP est une déclaration des Nations unies. Vous avez entendu parler de UNDRIP. Ça, c'est les droits des Autochtones. Donc, UNDRIP, c'est les Autochtones. Ce sont des droits qui sont mis aux Nations unies et qui donnent les droits aux Autochtones. Mais le UNDROP, par contre, c'est tout à fait semblable. Le fait a été adopté sur le modèle de UNDRIP et a été le résultat de 17 années de travail, de négociation avec la Via Campesina et ses alliés. Donc, c'est un groupe, tout le monde s'est réuni et on s'est dit, nous avons le mouvement d'alimentation solidaire. What is happening in food systems, why things are changing, why we don't have any choice or rights around food anymore. And so we developed the UNDROP. Alors, nous avons développé le groupe UNDROP. Alors, nous avons négocié depuis longtemps et on essaie de le mettre de l'avant aux Nations unies depuis quelques années déjà. Finalement, nous avons passé devant et ça a été accepté, c'est passé et c'est fait partie de la déclaration des Nations unies. Mais le Canada s'est abstenu. Nous ne l'avons pas adopté. Et on a fait la même chose avec UNDRIP. C'est encore une autre raison pour laquelle les gens apprennent ce qui se passe dans le monde, parce qu'il faut l'adopter ici au Canada. La déclaration on est là pour défendre les droits des agriculteurs, des petites fermes, des petits agriculteurs. Alors, nous avons des droits collectifs.
Et les gens, je m'excuse là, j'ai un chien qui est très vieux et il est aveugle, mais il doit aller dehors, alors je dois ouvrir la porte. La raison pour laquelle cette déclaration elle est importante, parce que c'est la première fois dans l'histoire que ces droits ont été mis par écrit. On a toujours présumé, oh, les agriculteurs, ils sont propriétaires de leur territoire, de leur terre. Mais ce n'est pas vrai. Les corporations sont en train d'acheter les terres partout, pas juste dans le Sud, mais aussi peut-être, vous savez que Bill Gates est le plus grand propriétaire de terrain aux États-Unis. Alors, les corporations achètent les fermes, achètent les terrains, tout ce qu'ils peuvent. Alors, les droits des agriculteurs sont bafoués, pas seulement dans le Sud, mais en Amérique du Nord aussi. Et c'est que ce qui se passe dans notre syndicat, c'est que les jeunes agriculteurs ne peuvent pas se permettre d'acheter une propriété parce que vous savez comment ça coûte cher que d'acheter la terre aujourd'hui. Qui va faire partie de cette prochaine génération d'agriculteurs? Ce sont des questions importantes parce que le Canada prend de plus en plus de place pour l'hébergement, pour les maisons, et c'est ce qui se passe en Ontario et ça se passe partout. Alors, de moins en moins de terres disponibles pour les fermes. Où allons-nous aller? Où allons-nous pouvoir planter? Alors, c'est la première fois que les paysans, ce que ça veut dire, vous savez, ça veut dire les petits agriculteurs, hein, les ouvriers, qui ont des droits eux aussi. Et c'est ce que nous voulons défendre. Alors, on nous dit que nous avons le droit de contrôler les ressources et les moyens de production. Par exemple, moi, j'ai le droit de garder, oui, de prendre les semences, de les garder, de les sauver moi-même, que j'ai reçues de ma mère et de ma grand-mère. Moi, j'ai aussi le droit d'avoir accès à de l'eau potable. J'ai le droit de planter dans des lieux où je n'ai pas besoin d'utiliser les pesticides. Et il me semble que ça devrait être comme ça, non? J'ai aussi le droit à une vie digne. J'ai aussi le droit à la santé et d'autres services, comme par exemple, moi, j'ai le droit à les aliments. Et c'est peut-être quelque chose à laquelle on ne pense pas très souvent. Et on pense que c'est peut-être pas aussi important au Canada que ça puisse l'être dans le Sud. Mais dans le contexte canadien, il y a plusieurs agriculteurs qui sont obligés de produire du blé d'Inde, du maïs modifié génétiquement. Ils n'ont pas le droit, il faut qu'ils le fassent. Alors, on a le droit à cette nourriture. Les gens, les jeunes, on a des droits, par exemple, les droits des femmes paysannes. Vous savez, très souvent, les femmes sont là pour défendre, non, pour essayer de nous conscientiser de plus en plus au sujet de changement climatique. Elles sont là sur les fronts parce qu'on est rattaché à la terre, comme des femmes paysannes comme moi, par exemple, et bien d'autres. On est rattaché à la terre, non pas uniquement pour notre survie nutritionnelle, mais aussi pour notre propre survie culturelle. Être de la terre, sur la terre, fait partie de ma vie comme femme autochtone. Et j'ai le droit, moi, d'être là, de m'établir là. Et malheureusement, voilà, à Toronto, non, je vis à Toronto. Qu'est-ce qu'il y a là? Pour me dire que j'ai le droit de la propriété, ma foi du bon Dieu. Mais on dit, oui, j'ai le droit, mais comment, dites-moi, comment est-ce que je vais pouvoir m'acheter une terre autour et pas loin de Toronto? On parle de millions de dollars. Les peuples autochtones n'ont pas ce genre d'argent. Alors, là, je suis obligée d'aller dans le nord pour pouvoir pousser mes semences autour des Grands Lacs parce que moi, mon droit d'accès à la terre ne m'est pas
n'est pas respecté. Alors, moi, je peux vous dire que ces choses-ci, ces droits ne sont pas uniquement pour les agriculteurs ou pour les paysans. Non, c'est pourquoi UnDrop est tellement important. C'est la première fois qu'on est là ensemble comme une collectivité, le droit à l'eau propre, à l'eau propre et à l'eau potable, à la terre, aux aliments. Ça n'a jamais été écrit dans des documents dans le passé. C'est pourquoi je sais que les documents des Nations unies sont vraiment longs et sont vraiment ennuyants, mais ils sont importants. On peut s'en servir comme outil. Alors, UnDrop au Canada. Alors, voici, en tant que membre fondateur de la Via Campesina, le leadership du Canada sur UnDrop nous a aidés à ouvrir la route, hein, même si ce n'a pas été adopté aux Nations unies, même si le Canada ne l'a pas adopté. Et voici les architectes du Canada qui étaient là pour faire la présentation de UnDrop aux Nations unies. Jessie McGuinness est une des auteurs et comme jeune, elle est, franchement, elle a eu beaucoup d'influence. Elle est vraiment engagée. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire au Canada et qu'est-ce que nous pouvons faire comme un peuple qui habite ici pour aider à promouvoir le UnDrop? Bon, on peut se servir de notre... Même si ça n'a pas été adopté ici au Canada, on peut toujours se servir de ce qui a été accepté par les Nations unies. Plus c'est accepté, plus le droit va nous défendre lorsque nous allons nous battre pour défendre nos droits. Alors, le Canada ne l'a pas adopté en 2018, mais en 2020, la Cour suprême de l'Ontario a cité UnDrop. Lorsqu'ils ont parlé, il y avait un cas pour les ouvriers, pour les travailleurs migrants. Alors, UnDrop peut protéger ces gens-là, peut protéger les droits des agriculteurs. Il faut le savoir et d'autres organisations comme la société civile doivent en être conscients, doivent être au courant et obliger les propriétaires de s'en servir. Alors, UnDrop est vraiment, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la fin de notre lutte, ce n'est que le début. C'est comme un outil dans notre boîte à outils. Là, ça fait 17 ans que ça existe et il faut que les gens comprennent pourquoi ça existe. On peut s'en servir dans des cas légaux, par exemple, dans des cas légaux et aussi pour l'éducation. On est ici pour ça aujourd'hui. Alors, les outils sont valables en autant qu'on s'en sert. Alors, UnDrop vient pour défendre aussi et renforcer les droits de tous les droits et veut protéger ce qui est important, la terre, l'eau, les aliments et les droits des personnes. Est-ce qu'il me reste encore du temps? Je ne sais pas si j'ai dépensé le temps qui m'a été alloué. Quelqu'un peut me le dire? Oui. Est-ce que c'est long? Non. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, je voulais tout simplement vous montrer qu'il existe des ressources. Ces ressources-là sont disponibles. Si vous aimeriez en apprendre plus, vous pouvez venir. Il y a un document énorme ici que je vous montre. Alors, moi, je n'ai parlé de quelques minutes au moins allouées pour vous parler de ce grand document. Alors, c'est défendre les droits des paysans. C'est le site UnDrop qui a été développé. Nous avons des livrets de promotion, de compréhension. Jessie nous a beaucoup aidé dans l'élaboration et dans la rédaction de ces livrets qui sont faciles à lire et qui nous aident à mieux comprendre. Via Campesina aussi. Campesina. Et l'Union nationale des fermiers ou des agriculteurs. Restez en contact avec nous. Dites-nous ce que vous en pensez. On est toujours amené des campagnes et je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté et de l'intérêt que vous m'avez manifesté cet après-midi. Merci beaucoup Céleste. Donc, Nimo, vous l'avez aussi vu au webinaire du Carême. Il est le directeur général de OMEF, notre partenaire au Nigeria.
et ça s'appelle OMEF tient pour Fondation Santé de la Terre-Mère. Il est aussi architecte et auteur. C'est un défenseur des droits humains et de l'environnement. Il milite et sensibilise sur les dommages que les compagnies pétrolières causent à l'environnement et aux populations locales. Donc, à toi la parole, Nimo. Thank you very much. And, Merci beaucoup, hein. Et merci à Céleste pour la présentation qu'elle a faite sur OnDrop. Et Luc, merci. Et tout personnel, toutes les personnes qui font partie de développement épais. Alors, moi, je suis ici à Thunder Bay. Il n'y a pas de tonnerre quand même, mais je suis à Thunder Bay, mais il fait très beau. Mais j'ai le privilège de pouvoir rencontrer avec des élèves qui cherchent à mieux connaître, ainsi que des membres de développement épais. Donc, il me fait grandement plaisir d'être ici et de faire partie de la campagne que vous lancez aujourd'hui. Ce fut une expérience assez magnifique, vous savez, de pouvoir établir ce partenariat avec Développement épais. Alors, ensemble, nous allons pouvoir guérir notre terre. OK, puis essayer d'arrêter la prise des terres. Vous comprenez? C'est important de guérir la terre. Hein? Mon Dieu Seigneur, on a tellement, on a créé tellement de dommages. On a contaminé et nous l'avons prise pour soi. On a tout fait ce qui était inacceptable. Nous, on l'a fait à la terre. Ce qui se passe en Nigeria, c'est la même chose. Ce qui existe chez nous existe partout. Alors, nous voulons détruire, nous voulons interpeller la destruction que nous avons. Il faut décoloniser la terre, ce qui nous est imposé par les grands transnationaux. Alors, notre terre est polluée. Il faut qu'elle soit soulagée, guérie. Pour cette guérison, il nous faut des outils que nous avons déjà dit, là, comme on a déjà parlé pour OnDrop. Alors, prenez la photo ici à l'écran. C'est moi qui est là. Et on regarde un des premiers puits d'huile qui a été... on a fait le forage en 1950. Et là, on est allé là il y a quelques mois. Et comme vous voyez, c'était totalement pollué et on procède à la contamination de la terre. Il faut reprendre, se réclamer de la terre pour guérir cette terre. Et là, je parle de la prise des terres, hein, de se les prendre pour soi. Quand il y a prise de terrain, c'est comme si on était pour emprisonner notre terre. Et la terre, pour nous, ce n'est pas seulement une propriété, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Non, aussi, mais ça m'appartient, c'est à moi cette terre, ce terrain. Non, la terre, le terrain, c'est notre vie, c'est notre culture. Et c'est tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, valable. Alors ici, on parle pour notre lutte contre la prise des terrains. Fait qu'on essaie vraiment de laisser à tout le monde la possibilité de profiter de ce que Dieu nous a donné. Alors ici, quand je vous parle de votre merveilleux pays et ces corporations au Canada travaillent à la pollution, qui vont aller à l'encontre des droits humains et aussi les prises des terres. Et deux des compagnies, la première, Barrick Gold, ils font la contamination, mais ils prennent les terres, ils font la prise des terres jusqu'à 9500 kilomètres ont été prises par les corporations canadiennes. C'est ce que nous connaissons et c'est plus qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Alors, le Congo, la République démocratique, un des lieux où ils ont détruit la terre pendant des années et des années. Et même dans le temps précolonial, toutes ces activités étaient déjà en marche. Alors,
Nous avons un projet sur lequel nous sommes en train de travailler. On aime à parler de ces prises de terrain. Il y a deux communautés surtout près de le delta du Niger. Ils sont séparés, mais ce sont les mêmes questions, les mêmes problèmes. La privatisation de leurs terres via la pollution. Et c'est un concept sur lequel il va falloir insister. Parce que quand votre terre est contaminée, vous ne pouvez pas vous en servir. Quand l'eau est contaminée et polluée et que vous ne pouvez pas vous en servir, vous n'avez plus rien. Ils ont pris la terre et se sont appropriés de la terre. Et vous ne pouvez plus vous en servir. Ça devient comme un lieu pour les déchets, comme une dompe pour les grandes corporations. Alors, les terres sont contaminées. Oh mon Dieu. Les déversements d'huile, il y a le pétrole. Et ils n'ont aucun sens de responsabilité du tout. Alors, Ngoniland est un territoire au Nigeria où on essaie de travailler pour défendre la justice faite au peuple. Depuis 1995, ce peuple-là a travaillé, s'est battu pour reprendre leur terrain. Ils se sont battus pour le respect de leurs droits, pour leur dignité. Mais d'autres leaders, plusieurs ont été renvoyés en exil. Une communauté qui travaille avec toute la pollution faite par le pétrole et par la prise des terres. En 2011, nous avons, aux Nations unies, on a fait un rapport pour parler de la pollution en Ogoniland. Alors, mon ami est allé là. C'est lui, il a mis sa main dans l'étang, imaginez-vous. Et puis là, on a un programme dans les plans d'eau. Tout est pollué avec le benzine. Et il y a aussi la pollution des hydrocarbones. Et ce qui s'étend jusqu'à 5 mètres. Ça voulait dire en 2011. Il y a quelques années, on a vu que la pollution s'est rendue jusqu'à 10 mètres. Alors, à chaque fois, c'est comme qu'il y a ce genre d'activité. C'est une déclaration de guerre contre le peuple, contre la propriété, contre l'eau. Et c'est pourquoi c'est tellement important pour nous de travailler avec les communautés, pour guérir la terre, pour interpeller, pour mettre fin à l'impunité pour ces grandes corporations. Et c'est pourquoi nous sommes tellement contents qu'au Canada, que vous vous êtes engagés maintenant pour travailler à la diligence requise afin que ces corporations prennent leurs responsabilités, qu'elles soient redevables pour toutes ces formes de pollution et l'impunité de laquelle elles jouissent. Alors moi, je voulais vous parler du rapport de l'UNEP. C'est un rapport qui vient d'être publié l'année passée où on démontre que tout le monde dans cet État vit la pollution de 1,5 barils de pétrole. Chaque personne qui vit dans l'État sont contaminées par des métaux lourds, pour aussi les déchets toxiques. Alors, il faut dire que presque tout est comme en état de soins palliatifs, là. Alors, il faut diagnostiquer les défis. Il faut conclure. Comme on vient de faire une carte de toute la région, ce qui va nous donner des possibilités d'intervenir, des outils pour intervenir, pour pouvoir aider les gens, pour les litiges, ont aidé les communautés à déjà passer à
se revendiquer leurs droits à leur terre et de reprendre les terres. Alors, c'est ce qui se passe avec la destruction de la nature. Alors, il se passe beaucoup de choses et c'est en partageant une partie de cela, c'est avec le travail qu'on accomplit avec les partenaires, des partenaires comme vous, par exemple. Ça va nous permettre d'aller chercher des idées, renouveler des outils, des instruments sur lesquels nous allons pouvoir bâtir nos campagnes. Et on croit qu'avec les activités menées jusqu'ici, il va falloir s'asseoir avec les collectivités dans les communautés pour parler de la solidarité et essayer d'aimer la terre et de faire appel à la redevabilité de ces corporations. Il faut se réjouir ensemble. Toute lutte menée dans la joie va aller loin. Si ce n'est pas vécu dans la joie, on ne pourrait pas rien faire. Alors, c'est pourquoi il faut vivre en harmonie entre nous. Il faut emballer les gens, les dynamiser. Et peu importe si c'est difficile, nos terres, nos États, toutes les sources d'eau, on doit exiger ces vampires qui sont venus sucer, prendre et tout contaminer notre vie. Et nous croyons que ce partenariat est absolument critique. Ce n'est pas seulement une campagne pour l'activisme au Canada. Non, c'est une campagne pour aller chercher les outils nécessaires pour aider les communautés, les collectivités qui vivent ce genre de choses à travers le monde et mettre le focus sur la solidarité, c'est-à-dire nous réunir en harmonie. Et sachant que même si c'est difficile, ensemble, nous allons pouvoir dépasser les barrières. Et je vous remercie de m'avoir permis de vous adresser la parole aujourd'hui. Et nous partageons ce grand partenariat. On vous remercie pour tout ce que nous avons pris, tout ce que vous nous permettez de vous communiquer. Merci. Merci beaucoup, Nimo. Merci de faire le lien entre les droits des paysans et le besoin de diligence raisonnable ici au Canada. Un des droits décrits dans le UNDROP, c'est le droit à un environnement sain, propre et sûr. Et si on veut vraiment que ça arrive, on a besoin que les compagnies canadiennes appliquent une diligence raisonnable. Donc, je vais maintenant donner la parole à notre prochain invité. On va garder les périodes de questions. Si vous avez des questions qui viennent en tête, gardez-les. On va les poser à la fin de la présentation d'Aiden. Donc, sans plus tarder, Aiden va parler au nom du CNCA ou le RCRCE, qui est le réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises. Il a aussi déjà été consultant pour Mining Watch Canada et il a aussi déjà fait de la recherche avec le groupe de McGill de recherche pour la compagnie, l'activité minière en Amérique latine. Donc, Aiden, à toi la parole pour nous expliquer le travail que on fait en collaboration pour la diligence raisonnable. Merci beaucoup, Marie-Hélène, et merci, un grand merci à tout le monde ici dans la salle. C'est vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir être là avec vous et de parler un peu de cette campagne pour une loi pour protéger les gens et la planète. Et alors, je vais peut-être juste commencer en disant quelques mots sur le RCRCE, le réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises. Et puis ensuite, je vais parler un peu dans un plus de détails sur le besoin d'une loi contraignante de diligence raisonnable en matière des droits humains et d'environnement. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapositive? Le RCRCE en est un réseau de 41 organismes à travers le Canada. Ensemble, nous représentons plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes. Juste pour souligner aussi que Développement IP est membre depuis vraiment le tout début et vraiment comme vous êtes vraiment des leaders dans ces campagnes et ces luttes-là pour une vraie reddition de comptes des entreprises canadiennes. Alors, juste pour remercier tout le monde ici dans la salle qui je sais, il y a beaucoup entre vous qui s'impliquent dans ces luttes-là depuis longtemps. Et brièvement, notre réseau se rassemble pour mettre fin aux abus des entreprises canadiennes. Nous rassemblons en solidarité avec nos partenaires à travers le monde, les peuples qui sont impactés par les activités
des entreprises canadiennes. Et nous luttons ensemble pour des mesures contraignantes au niveau du gouvernement canadien pour y mettre fin. Et je pense que c'était déjà très bien expliqué dans les deux présentations précédentes, mais je vais juste aussi souligner comme l'importance d'actions au Canada ici aussi. Donc, par exemple, le Canada siège de nombreuses multinationales, y compris à peu près 50% des entreprises minières à travers le monde. Et on sait bien, et comme on vient d'entendre aussi, dans la présentation dans les deux présentations précédentes, ces entreprises-là sont liées à des vrais graves abus de droits humains et à la destruction de l'environnement dans de nombreux pays du monde. Et ça comprend de nombreux impacts sur les communautés paysannes et paysannes, y compris l'accaparement des terres, la contamination des eaux, des autres violations de la santé et la sécurité des personnes. Et par exemple, la photo ici en dessous de cette diapositive est une photo d'une résistance communautaire à la mine Marlin, une mine d'une compagnie minière canadienne à Guatemala, qui impactait les territoires des communautés avoisinantes Mayamam et Mayasipacapa, où il y avait une longue histoire de résistance et une longue histoire malheureusement d'abus par l'entreprise minière canadienne. Et sur donc, c'est ce genre d'abus qu'il faut vraiment des mesures contraignantes pour adresser. Et c'est un problème au niveau des entreprises canadiennes qu'il faut de réglementation au niveau du gouvernement canadien pour y adresser. Et juste pour souligner, c'est qui nos membres, j'ai mentionné qu'on est Juste un highlight. y compris développement et paix. Vous allez voir ici qu'on est un réseau de divers secteurs. Les membres du réseau comprennent les syndicats, les groupes de droits humains et de justice environnementale, et d'autres groupes de solidarité de diverses tailles, diverses échelles et vraiment d'un côté du pays à l'autre. Et ça démontre aussi, je pense, l'appui et l'importance à travers un grand nombre de personnes à travers le pays pour une vraie reddition de compte des entreprises. Et donc, je voulais juste souligner en quelques mots les éléments essentiels d'une loi contraignante de diligence raisonnable en matière des droits humains et d'environnement, et souligner vraiment en se faisant ce qu'on veut vraiment demander au Canada de faire adopter. De faire adopter. Et juste pour commencer, et je sais qu'on a vu ces points-là dans l'excellente vidéo aussi, alors je vais juste les aborder rapidement. Mais il est vraiment important qu'une telle loi oblige aux entreprises canadiennes et aux entreprises qui importent des marchandises au Canada à respecter les droits humains et l'environnement. Alors, de faire un bilan dans la manière dont elles peuvent contribuer aux abus en matière de droits humains et d'environnement, à résoudre tout problème qu'elles identifient et puis à faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour prévenir des futurs préjudices. Un autre élément qui est vraiment important, c'est le fait qu'une telle loi devrait s'appliquer à tous les droits humains tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et on a entendu, on a déjà parlé dans cette webinaire de l'importance parmi autres droits, à la droit à un environnement sain, par exemple. Alors, ça c'est un deuxième point. Il est vraiment important qu'une telle loi s'applique à tous les droits humains. Et encore une fois, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris les filiales d'une entreprise, par exemple. Et puis, troisième, il est vraiment important qu'une telle loi accorde aux personnes affectées le pouvoir de s'adresser aux justices, le pouvoir de s'adresser aux tribunaux canadiens pour réclamer justice, qui est énormément difficile à faire présentement et qui serait un autre critère essentiel d'une loi efficace. Je vais juste aussi souligner qu'en serait-il si le Canada disposait d'une loi sur les diligences raisonnables obligatoires. Ici, je pense, je vais pas, juste en raison de temps, je ne vais pas prendre trop de temps sur cette slide-là parce que je pense qu'on a déjà vraiment bien
entendu les différents impacts et l'importance d'une telle législation. Mais juste pour souligner qu'on a écrit une série d'études de cas qui sont disponibles sur notre site web qui soulignent les impacts d'une telle législation. Et pour dire pour souligner juste encore une fois l'importance d'une législation qui crée une obligation pour les entreprises d'examiner toute leur chaîne d'approvisionnement et mettre en place les mesures concrètes pour prévenir des abus et puis assurer que les personnes peuvent réclamer justice contre une entreprise au cas où l'entreprise omette de faire une de ces choses-là. Et ces éléments clés que j'ai mentionnés sont tous inscrits dans un modèle de loi qu'on a publié ensemble en réseau. Ça, c'est un modèle de loi qui est à la base de beaucoup de notre plaidoyer. Et encore une fois, ça souligne ces trois éléments essentiels, y compris la protection de tous les droits humains, l'obligation de toutes les entreprises de les respecter. Et peut-être là, juste pour quelques mots en terminant, de souligner le fait qu'il y a un vrai mouvement qui prend de l'ampleur. Alors, je sais que dans la salle aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, comme j'ai dit au tout début, qui s'impliquent dans ces luttes solidaires depuis longtemps, qui font plaidoyer auprès du gouvernement canadien. Et je voulais juste souligner comment ce travail que la société civile que nous faisons ensemble vraiment façonne le récit au niveau du gouvernement. Et par exemple, beaucoup d'entre vous avez participé dans une campagne de pétition. L'année passée, ensemble à travers le Canada, les personnes ont déposé plus de 43 000 signatures de pétition aux députés. Maintenant, cette figure a dépassé 50 000 personnes, mais après qu'on a déposé les pétitions, même plus de personnes ont signé. Et en réponse à cette pétition-là, dans leur réponse officielle, en fait, le gouvernement a mentionné la diligence raisonnable. Alors, ça, c'est important, le fait que cette pression, cette campagne a vraiment généré cette réponse. Et en plus, le gouvernement s'est engagé à déposer une loi sur la chaîne d'approvisionnement d'ici l'année. Mais je vais dire aussi que ça rend ce moment d'autant plus important ça rend d'autant plus important de dire au gouvernement en ce moment l'importance d'une loi qui contienne ces éléments essentiels d'une loi efficace qui protège les personnes et la planète, et surtout qui protège les paysans. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations du contenu du loi du gouvernement, et même si on parle de diligence raisonnable, qui est un signe qu'on façonne le récit, il parle aussi, il y a des signes que l'approche considérée par le gouvernement ne va pas avoir tous ces éléments essentiels-là, ne va pas inclure tous les droits humains, ne va pas, et ne va pas, en se faisant, être une loi qui répond aux besoins des personnes impactées. Alors, c'est un moment important de passer à l'action et souligner ce qu'on a vraiment besoin. Et juste pour souligner un tout dernier point, et je pense que ça touche aussi sur des autres, sur les sujets qu'on vient d'aborder aussi dans ce webinaire. On n'est pas seul ici au Canada. Il y a un vrai élan mondial, des mouvements sociaux à travers le monde qui demandent au gouvernement de rendre imputables les entreprises multinationales pour les violations de droits humains, de mettre en place les vraies mesures de diligence raisonnable qui obligent aux entreprises de respecter les droits humains. Pour donner juste quelques exemples, il y avait une loi européenne qui vient d'être adoptée cette année sur la diligence raisonnable. Il y a aussi des propositions de loi qui ont été déposées en Corée du Sud, en Japon et en Brésil. Alors, il y a un vrai, juste pour le dire encore une fois, il y a un vrai élan mondial
dans ces campagnes-là font partie, tout demandant au gouvernement de rendre imputables les grandes entreprises pour leurs impacts sur les droits humains et sur l'environnement. Juste pour assurer qu'on a assez de temps pour les questions-réponses, je pense que je vais m'arrêter là. Et juste en disant un super grand merci encore à tout le monde d'être ici pour tous vos efforts de campagne qui sont et pour l'occasion d'échanger avec vous. C'est une campagne tellement importante et juste encore une fois, merci et au plaisir d'échanger. Merci beaucoup, Eden. Je suis contente de voir que on a amassé 50 000 signatures lors de la première vague de campagne. Nous, on avait participé dans notre campagne Les gens et la planète avant tout. Donc, donnons-nous le défi de doubler ces chiffres. L'année passée, on a réussi à faire récolter plus de 52 000 signatures pour notre campagne solidaire pour la Terre. Donc, j'invite tout le monde à embarquer puis faire signer le plus de cartes d'action possible. Mais avant de passer à comment vivre notre campagne, on va ouvrir une courte période de questions, à peu près juste, on aurait 10 minutes devant nous. Donc, si vous avez des questions à poser, on vous invite à lever la main et on va vous donner la parole. Oui, bonjour. Alors, j'ai beaucoup aimé le dernier témoignage de Aiden. Si quelqu'un peut me contredire dans ce que je pense, j'en serais très heureux. Mais personnellement, comme ça a été mentionné, il faut y aller à la pièce et avec tous ceux qui sont alliés. Je crois énormément à l'action de développement et paix, mais je dois vous avouer que je n'ai plus aucune foi et aucun espoir face aux Nations Unies tant qu'il y aura 4 ou 5 pays qui ont droit de veto. C'est vraiment inutile, malgré toute la bonne volonté que tout ce qui a été signé par les Nations Unies, tant qu'il y aura des personnes qui auront le droit de veto. Ça ne sera pas possible à mes yeux. Je n'y crois plus. Merci. C'était léger. Moi, j'étais un petit peu mêlée, là, parce qu'on parle de UNDROP. Puis le peu que j'ai lu sur UNDROP, c'est surtout les paysannes. Et après, j'ai le monsieur qui parle de SCRCE, qui est la reddition des comptes des entreprises. Alors, les entreprises minières surtout. Alors, je ne sais pas, là, ça baille un petit peu sur moi. Ma question, c'est que là, avec au Sud-Amérique, moi, j'ai participé dans des démonstrations contre une minerie dans la partie de Pérou le plus agricole. Et les gens ont vraiment fait beaucoup de résistance, eux autres mêmes. Mais maintenant, avec la dictature qu'il y a, c'est encore pire parce que la complication, c'est que les gouvernements acceptent beaucoup d'argent pour laisser venir des entreprises comme les mineries. Puis les mineries volent le Pérou. Pérou est riche en minéraux. Puis il n'y a personne qui peut arrêter ça. Maintenant, avec une dictature, les démonstrations ne sont pas permises. Ils ont même tué des femmes en costume péruvienne avec des bébés sur le dos. Ils ont pistolé, they shot them. Alors, moi, c'était ma première fois que j'ai été empêchée par le gaz. Et j'ai dit jamais, après avoir souffert de ça. Parce que là, j'ai 80 ans, c'est pas le temps là, pour moi de me promener dans la rue comme ça. Mais je suis très concernée de ce qui se passe avec les systèmes. C'est non seulement les compagnies, les grandes compagnies, c'est les gouvernements dans chaque pays. Alors, comment vous pouvez garder votre espérance dans cette situation qui multiplie des gouvernements qui ne sont pas démocratiques. Je peux dire I un mot rapidement made là-dessus. a comment regarding the veto rights. That generally the context of the veto is generally only used within the Le contexte de veto est utilisé dans le Conseil de sécurité seulement. Et le Conseil de sécurité, c'était une autre démarche que la question des mécanismes des droits humains que UNDROP a adopté.
Habituellement, ils n'adoptent pas, comme Canada a fait avec les UNDROP. Yes, and if I should respond to the other question about the complicity of governments and working with corporations and how we can build hope. I think this is a very important question. And this may be one of the reasons why we have this campaign and looking forward to working to create hope. And I do think that we have every reason to be hopeful that change would come. And one of the pathways for building hope and for staying very firm in the campaigns against impunity and demanding for accountability. Alors, il faut exiger de la part des compagnies cette campagne d'offrir les outils nécessaires pour que ces gens-là soient redevables, rendent compte de leurs actions. Et au niveau mondial, il faut reconnaître le Sickleside comme étant, je pense que si c'était partout dans le monde, nous pourrions interpeller ces gens qui se tiennent devant et derrière ces grandes compagnies en ayant des parts et tout là-dedans. Mais ça va être impossible de les tenir redevables parce que quand ils siègent sur les grandes, les conseils d'administration de ces grandes compagnies, quoi. Alors, qui va le faire? Puis on ne peut pas perdre plus qu'on a perdu, là, quand même. On ne peut pas se le permettre. Je n'ai pas beaucoup à rajouter, mais juste peut-être sur le point sur les liens entre les droits des paysans et paysannes et le besoin d'une loi sur les diligences raisonnables au Canada. Et je vais laisser aussi à Mayalène de plus dire sur ce sujet aussi, mais brièvement, quand je parle de l'importance d'une obligation de diligence raisonnable qui s'applique à tous les droits humains, ça comprend les droits humains des paysans. Donc, comme Nimo aussi vient de dire, on parle d'un outil, d'un mécanisme en la législation sur le délai raisonnable qui est un autre outil qui peut être utilisé pour assurer que les droits des paysans et paysannes sont respectés et qu'on peut rendre imputables les entreprises canadiennes qui sont responsables pour les violations de leurs droits. Merci. Je vois le temps qui passe. Oui. Je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions, malheureusement. Je vais peut-être ouvrir le plancher pour 2 dernières questions. Puis après ça, on va clôturer ce webinaire. Donc, on va y aller avec Rudolph. Monsieur Stocking, puis Simone Fournier, peut-être. Yeah, thank you. Thanks OK, very much. merci. Ah ouais, je vais aller vite, hein. C'est triste, hein, de voir que l'Europe a déjà pris les devants sur le Canada en ce qui concerne cette législation et de la diligence requise. Et en parlant avec les paroisses, avec les Canadiens et les Canadiennes, il faut qu'on se mette à l'œuvre, il faut se lever. Moi, je fais ma question à Aidan. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Leurs corporations sont encore plus puissantes, sont énormes comparées aux nôtres. OK, je vais répondre. La réponse courte. Il y a une société qui pousse pour la législation pareille comme nous. On n'est pas à la même étape. Nous, on est un petit peu plus loin au Canada. On a pris des devances avec des législations, des lois modèles. Nous avons pris de l'avance, mais il y a un mouvement de la base qui pousse aux États-Unis, qui surgit aux États-Unis. Alors, mon Dieu, je voudrais donc parler plus en détail de tout ça, étant donné le contexte aux États-Unis, et on fait le lien avec la loi existante aux États-Unis. Je pourrais peut-être vous les partager si ça pourrait vous... nous, on a un réseau qui s'appelle une table ronde là, pour la redevabilité. Alors, pour les personnes qui sont intéressées d'aller voir cette International Corporate Accountability Group. OK. Pour la dernière question, je demanderai à Simone Fournier parce que Montréal avait déjà posé une question, Simone. Oui, bonjour.
Ben, moi, je pense que tant que je trouve ça très bien là, de demander une loi là, sur la diligence raisonnable. Là. C'est un bon pas vers l'avant. Là. Et puis, moi, ce que j'observe, c'est tant qu'il y aura des compagnies minières ou des compagnies pétrolières là, qui travailleront dans les entrailles de la terre, là. Ça ne peut pas se faire autrement qu'ils fassent de la pollution. Je pense que ça, c'est un fait, là. Mais seulement, c'est pas normal que les paysans payent pour ces dégâts. Et puis, je me demandais, moi, est-ce on l'a sûrement déjà pensé, je ne sais pas, là, mais une redevance sur chaque tonne de minerai qui est produit ou chaque tonne de pétrole qui est produit, que ça serait mis dans un fonds pour compenser tous les dégâts qui sont causés, là, suite aux explorations minières et pétrolières. En tout cas, moi, ça m'apparaît qu'il faudrait aller de l'avant aussi avec cette demande. Merci. I'd just like Yes, to a quick response to that. Oui, je vais répondre, dit Nimo. Je crois que la solution, c'est peut-être une amende. OK, on va payer ou payer des amendes en avance. Ça pourrait bien fonctionner. Et des contrats miniers, souvent, on fait appel à la restauration de l'environnement une fois terminée l'exploitation de la mine. Mais, je te dis, ça se fait partout dans le monde, mais c'est dit, mais partout dans le monde, il y a des mille et des milliers de mines. Ils ne font que s'en aller, ils s'en vont, tournent le dos, puis ils laissent les gens à tout ramasser, à essayer de tout refaire. Il faut que le pétrole reste dans la terre. Hein. Il y a des solutions plus simples. Il va falloir trouver de nouvelles façons, d'autres moyens, d'autres sources d'énergie. Et cette transition va avoir lieu. Si on peut passer du pétrole à autre chose, lithium ou quelque chose, on pourrait avoir la même chose, mais ça ne sera pas plus la pollution par le pétrole. En tant qu'humain, il va falloir regarder la situation, nous demander où est-ce qu'on va aller. On ne peut pas se sortir du trou si on ne fait que creuser plus longtemps. Une chose, au Pérou, il n'y a même pas de taxes. Ils vont même surprofiter. Hein? C'est la seule place en Amérique du Sud où on ne paie pas pour les profits. Aucune taxe leur est demandée. Fait que c'est impossible de parler d'amende au Pérou. Mais le Pérou est très riche en lithium. Pour donner suite à Nimo, riche en lithium. Fait que c'est dangereux là aussi, là. Alors, je vais demander à Luc de repartager l'écran pour qu'on puisse. Je suis désolée pour les mains levées, on n'aura pas le temps d'adresser toutes les questions, mais sachez qu'il y a des formations qui ont lieu à travers le pays avec les personnes animatrices. Donc, je vous invite à vous inscrire si ce n'est déjà fait pour pouvoir aller encore plus en profondeur sur ces thématiques. Donc, si vous voulez en savoir plus déjà sur la campagne, je vous invite à visiter notre site Internet qui a plusieurs sections. Donc, je ne sais pas, Luc, si tu veux juste cliquer sur le lien website. Alors, vous cliquez sur Learn More. Donc, dans notre page de campagne, comme je le mentionnais, vous allez voir notre courte vidéo. Vous allez avoir plus d'informations sur OnDrop comme tel, les différentes ressources dont nous parlait Céleste tout à l'heure. Et puis, évidemment, on va faire un appel à l'action qui est de signer nos cartes d'action. Durant cette campagne, on met de l'avant les 3 partenaires qui étaient mis de l'avant au carême. Donc, on vous invite à visionner les vidéos. C'est le cas de la Bolivie, du Nigeria et de l'Indonésie. Et on vous invite aussi comme activité de faire un repas solidaire. Donc, c'est l'opportunité d'inviter vos amis, de vous questionner sur la provenance de votre nourriture et de demander à tout le monde de signer des cartes d'action. Pour toutes les ressources pour vous aider à suivre la campagne, ah oui, je peux mentionner le badge aussi, juste en bas. On a un merveilleux programme d'école, ça s'appelle DNP Schools en anglais, ou le programme des PCC Jeunesse. Et on a un nouveau badge cet automne qui s'appelle Food for All, ou la nourriture pour... j'oublie le nom en français. Nourriture pour tous? Nourrir le monde, excusez. Nourrir le monde. Donc, encore une fois, c'est une activité de ramasser les petits collants sur les fruits
voir d'où vient la nourriture et de faire un repas communautaire. Dans la section des ressources, vous avez évidemment les ressources principales commandées. On vous invite à passer votre commande. Vous pouvez recevoir gratuitement la fiche de la campagne, des tonnes de cartes d'action à faire signer, puis le feuillet Agissons qui donne plus d'informations, plus de contexte autour de cette action, et aussi plein d'autres ressources comme un guide d'organisateur, des messages à faire paraître dans les bulletins paroissiaux. On a une version pétition papier si c'est plus facile dans certains milieux. On a des questions-réponses et puis une fiche thématique qui va plus en profondeur sur le sujet qu'on a choisi. Donc, tu peux revenir au PowerPoint, Luke. Donc, je le mentionnais, commandez votre matériel. Il en reste encore, on veut l'écouler. Prochaine slide. Alors, Nimo est en visite aussi. Si vous êtes dans la région de Thunder Bay, Winnipeg ou Ottawa, vous aurez l'occasion de le rencontrer en personne. Donc, vous pouvez voir plus de détails sur notre site Internet ou dans les événements. Prochaine slide. Donc, nos formations, je le mentionnais, tous les animateurs sont en période de formation. Vous pouvez également, via le site Internet, vous inscrire à une formation dans votre région pour en savoir plus sur la campagne et vous mobiliser avec d'autres personnes engagées. Prochaine. Ah, ben c'est déjà la fin. Donc, juste avant de terminer, que Luke nous amène en prière de clôture, je voulais juste, je sais que la campagne porte actuellement sur le droit des paysans, sur la diligence raisonnable. Et pour nous, on voulait vraiment vous informer de c'est quoi les droits des paysans, c'est quoi OnDrop et la manière que ces droits soient respectés. Pour nous, ici au Canada, pour que ça soit respecté dans les autres pays, c'est vraiment d'avoir une loi de diligence raisonnable. Donc, c'est pour ça qu'on mentionne OnDrop et les droits des paysans, pour que vous sachiez que ça existe, puis que les pays qu'on appuie ont signé OnDrop. Et pour les appuyer, pour faire en sorte que OnDrop soit appliqué dans leur pays, ben nous, il faut faire notre part. Il faut s'assurer que nos compagnies respectent leurs droits humains et leur environnement. Donc, c'est pour ça qu'on continue de militer sur cette loi de diligence raisonnable pour les compagnies à l'étranger. Donc, je voulais terminer ce webinaire pour aller, on pense bien évidemment au respect des droits humains, mais on pense aussi à toutes les personnes qui vivent des situations de conflit dans le monde en ce moment. Je profite du moment pour vous inviter à un webinaire sur la Palestine qui aura lieu le 19 octobre prochain. On aura 3 invités pour parler de la question. Anton Afsar, le père David Neuhaus et notre collègue Nagui Demian. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir été présent et je laisse Luke nous mener en prière. Merci, Maëlène, et un grand merci à toi. Maëlène est la coordinatrice de nos campagnes et j'espère que vous pouvez me rejoindre. On remercie Maëlène pour le beau webinaire qu'elle a préparé pour nous aujourd'hui. Alors, un grand merci à toi, Maëlène. J'ai oublié de remercier nos invités, mais merci à tous nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci, merci. So let us pray Et nous prions maintenant à ce moment où nous voulons clore cette session. Toutes ces choses qui se passent dans le monde et ces choses terribles, c'est ce que nous voulons faire maintenant en priant pour la paix. Notre Saint-Père nous a offert cette prière. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu d'Abraham et des prophètes, Dieu amour, qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères. Donne-nous la force d'être chaque jour des artisans de paix. Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères qui nous rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyennes qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Keep alive within us the flame of hope, so that with Maintiens allumé en nous la flamme de l'espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix et que du cœur de chaque homme soit banni de ces mots, division, haine, guerre,
Seigneur, désarme la langue de nos mains et de nos mains. Renouvelle les cœurs et les esprits pour que la parole qui nous rassemble serait frères, sœurs, et que notre façon de vivre soit toujours celui de shalom, paix, salam. Amen. Amen. Merci encore tout le monde. Thank you again, everybody, and bon campaign on tous. Wonderful, good campaign to you all as we kick off. Go get lots of signatures and tell the world strong laws to defend the rights of peasants and our brothers and sisters throughout the world. There's Joan's got the postcard already. She's already got it signed. Bonne chance tout le monde. Merci encore et bon après-midi, bon week-end. Au revoir. Merci. Merci Bye. beaucoup. Share. Merci beaucoup. Merci beaucoup.